Aujourd'hui, on va aborder un concept qui nous semble intéressant, qui est la reconnaissance ouverte et l'outil qui caractérise cette reconnaissance ouverte, qui est l'Open Badge. Ouais, juste avant de démarrer la présentation, peut-être un demi-tour de table. Donc Serge Meurgue, adhérent à Solidarnum et enseignement dans le domaine de la formation professionnelle. Donc Christophe Delamarre, moi je suis consultant indépendant en ingénierie pédagogique et spécialisé sur les questions de reconnaissance ouverte et d'Open Badge. Donc Samuel Ablancourt, donc chercheur doctorant au sein de l'association Affect et gérant de la SIC Collectif, qui porte la plateforme Hero, écosystème de reconnaissance ouverte. Alors, il y aura pas mal d'informations. Vous n'êtes pas obligé de faire des photos de chaque slide. Juste à la fin de la présentation, il y aura un petit QR code qui vous permettra de télécharger l'ensemble des éléments avec la biblio, etc. Et on va essayer de se laisser un petit moment pour échanger sur toute la masse d'informations qui va être transmise et donnée lors de cette présentation. Donc, pour ce talk, on va parler vraiment de reconnaissance des compétences informelles et non formelles ou de reconnaissance des compétences qui sont invisibles. Donc des compétences qui ne relèvent pas de référentiel, qui ont de la valeur pour les territoires, pour diverses situations professionnelles et en lien avec cette reconnaissance des compétences informelles et non formelles, on va parler surtout de l'estime de soi, de comment on fait pour renforcer l'estime de soi à travers un outil, à travers un concept. Et on fera un focus plus particulièrement sur le public vulnérable, pour lequel on essaie de déployer un certain nombre de programmes et notamment de décliner des open badges pour valoriser leurs compétences. Donc, effectivement, on a nos diplômes classiques, nos différents certificats qui sont délivrés lors de formations, mais on a effectivement du coup tout un arsenal de compétences qui ne sont peu ou pas valorisées. Et donc là, sur cette partie-là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit retour d'expérience sur les différentes actions qu'on a pu mener à La Réunion et au-delà, et voir aussi quelles peuvent être les perspectives d'utilisation du concept de la reconnaissance ouverte et des outils que peuvent être déclinés à partir de la reconnaissance ouverte, dont l'Open Badge. Alors, donc, pourquoi parler d'Open Badge et de reconnaissance ouverte? Comme j'ai précisé un peu plus tôt, donc on est vraiment sur reconnaissance ouverte, c'est le concept, et l'outil, c'est l'Open Badge. Tout le monde a déjà entendu parler d'Open Badge, et avant qu'on me pose la question, c'est quoi un Open Badge? On va y répondre après. Voilà. Alors, donc, comment reconnaître les apprentissages informels et non formels? Donc, apprentissage dans son sens le plus large possible. Donc, ça peut être un dimanche matin parce qu'on part en pique-nique avec la famille, ou lorsqu'on fait une sortie de motard avec mon collègue Christophe. Donc, qu'est-ce que l'on déploie comme compétences pour pouvoir interagir et mettre en œuvre des interactions et créer ainsi des communautés de pratique. Pour revenir sur la reconnaissance ouverte, souvent on confond reconnaissance ouverte et évaluation. Et l'idée pour nous, lorsque l'on parle de reconnaissance ouverte, c'est de se dire qu'effectivement, il n'y a pas une sorte de hiérarchie, puisque l'évaluation, elle va être plutôt quelque chose, on va dire, de la subjectivité, qui fait que c'est quelqu'un qui va évaluer, juger une action, une compétence, une pratique, tandis que la reconnaissance ouverte, on est plus sur un rapport horizontal. Et ce rapport horizontal, il est extrêmement intéressant, notamment quand on parle des compétences informelles et non formelles, et surtout lorsque l'on essaie de mettre en lumière des talents que l'on a et qui ne sont pas inscrits dans des référentiels classiques.
Alors, donc, la reconnaissance ouverte, c'est quoi? Donc, c'est la capacité d'attester par un ou plusieurs individus des expériences, savoir-être, pratiques, de talents, en fait, de tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour le transférer dans une pratique. Alors, cette question de reconnaissance ouverte, elle arrive à quel moment? Parce qu'on a un constat qui est quand même mis en avant depuis quelques années, c'est-à-dire la norme. Donc, comment faire pour évaluer sur quelles normes, sur quels critères, et surtout comment reconnaître des compétences qui ne sont pas inscrites dans ces fameux référentiels. Si on arrive à se dire effectivement c'est super simple pour nous de mettre en œuvre une évaluation à partir de référentiels, puisqu'on a déjà un référentiel commun, des critères communs. Donc ça va être beaucoup plus simple pour nous de mettre en place un processus d'évaluation, mais lorsqu'on n'est pas expert sur une pratique en particulier, généralement on préfère se désengager pour ne pas reconnaître la chose que l'on va solliciter. Exemple, je fais du slam. Voilà, donc il n'y a pas de référentiel du slam. Si j'ai envie de faire reconnaître ma pratique du slam, j'aimerais bien essayer de faire reconnaître cette pratique du slam, peut-être pas par un expert, mais par mon écosystème proche. Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'open badge, puisqu'on remarque en fait qu'il y a une complexité, une difficulté à faire reconnaître ces différentes compétences. Donc là, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose d'assez intéressant avec l'Open Badge, qui est quoi? Qui est tout simplement un outil numérique qui contient des informations, des données. Donc quelles sont ces informations? Donc on va retrouver le titre, les critères d'attribution, le nom de l'émetteur du badge, qui a reconnu le badge. On peut même y adosser un dossier de preuve. Et on peut même, si on veut, le lier à des référentiels de compétences. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on a un système de vérification donc qui va nous permettre effectivement de vérifier si ce qu'on a inscrit à l'intérieur du badge est réel, tangible. Et surtout, en fait, on est sur un objet qui se veut infalsifiable. Alors, on a plusieurs moyens de demander et de délivrer le badge. Donc, on a 3 façons en fait de demander un badge, c'est-à-dire du coup une organisation, elle peut créer un badge et ensuite le délivrer à des bénéficiaires. On a un schéma aussi qui est extrêmement intéressant, c'est ce que l'on propose aussi sur la plateforme que l'on utilise, qui est développée par Open Badge Factory, c'est-à-dire qu'une personne va demander dans la bibliothèque de badge son badge en lien avec une compétence. Il va fournir un dossier de preuve qui va ensuite être, on va dire, vérifié par un ensemble d'acteurs. Cet ensemble d'acteurs va valider sa demande de badge et ensuite la personne elle pourra utiliser son badge et pourquoi pas l'y adosser sur un CV. Et on a un autre schéma qui est extrêmement intéressant pour nous, puisque là ça reprend vraiment la philosophie de ce que c'est que la reconnaissance ouverte, c'est-à-dire qu'une personne d'elle-même peut créer son propre badge et ensuite le faire valoir à son écosystème proche ou même à des inconnus, à des personnes en fait qui jugent légitime de pouvoir reconnaître la pratique qu'il a envie de faire attester. Alors, si on résume ce que c'est que l'Open Badge, donc c'est vraiment un micro justificatif sous format numérique qui est extrêmement flexible et qui permet vraiment de mettre en avant nos différentes pratiques, nos différentes volontés, nous permet aussi de montrer de quelle manière on a participé et on s'engage en fait sur des événements. Et on a constaté aussi que
les centres de formation commencent à se saisir de plus en plus de ces objets-là pour reconnaître un certain nombre de compétences qui n'apparaissent pas dans les référentiels de la formation qui est suivie. Alors, pourquoi c'est extrêmement intéressant pour nous de développer les Open Badges et cette reconnaissance ouverte? C'est déjà dans un premier temps quelque chose que l'on va mettre en complément d'un diplôme ou d'un certificat, mais qui va permettre de mettre en avant des compétences et des pratiques individuelles qu'ils peuvent faire valoir sur le marché de l'emploi. On a pas mal d'exemples où on a utilisé les badges, que ce soit en fait pour faire reconnaître sa pratique bénévole, des pratiques en fait nouvelles, ou tout simplement pour faire reconnaître, pourquoi pas, soi-même et une volonté de mettre en œuvre un projet. Donc il y a vraiment pas mal d'expérimentations qui ont été menées. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment on va dire une augmentation assez significative de l'employabilité. Pourquoi ? Parce que la personne en fait qui va pouvoir démontrer à travers son badge comment elle a pu obtenir, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en œuvre dans le processus pour faire reconnaître ses compétences, qu'est-ce qu'elle a pu aussi, comment elle a pu se mobiliser pour rechercher des preuves et l'expliciter. Donc ce sont des choses qui permettent aussi de venir en complément des compétences qui sont attendues sur un métier, dans le marché de l'emploi de manière un peu plus globale, mais aussi ça permet de montrer sa singularité par rapport à un référentiel commun. Alors là, je pourrais, on va dire, partir sur des explications un peu plus longues, mais on va rentrer tout de suite dans on va dire une étude de cas qui va vous parler peut-être. Donc à La Réunion, on a un passeport dédié qui est Héro, écosystème de reconnaissance ouverte, avec un peu plus de 500 utilisateurs et plus de 1300 badges actuellement qui vivent sur cette plateforme. Et ce qu'on a pu essayer de faire depuis la mise en place de cette plateforme il y a un peu plus de 3 ans, c'est de se dire qu'on va mettre en place une recherche-action et on se base sur... alors, je vais aller vite, même si ça passionne certaines personnes comme moi, et on se base vraiment sur les théories de l'engagement et de l'interactionnisme symbolique. Pourquoi ? Puisqu'on a constaté que dans les processus d'apprentissage, ce qu'on met souvent en avant, c'est l'engagement normatif. On va essayer aussi, en fait, à chaque fois de se raccrocher à cette partie de ce processus, alors que finalement, l'engagement normatif, elle n'est pas suffisamment significative pour aller jusqu'au bout dans l'accompagnement de personnes qui ont envie de s'insérer. Donc, on va utiliser les Open Badges comme artefact, comme outil pour pouvoir matérialiser son engagement. Et ce qu'on essaie de faire depuis un peu plus de 2 ans, c'est de dire quel est l'impact de l'utilisation de cet artefact dans les parcours d'insertion socio-professionnelle. Pour exemple, alors je vais faire très vite, mais vous inquiétez pas, vous aurez aussi après le résultat de ces expérimentations. Donc on a mis en place un parcours qui s'appelle Mon parcours héroïque, qui est basé sur 7 ateliers pour des personnes en situation d'illettrisme, des personnes allophones qui n'ont pas de diplôme et qui généralement passent sous les radars. Donc à l'issue de ces 7 ateliers, ce qu'on a pu faire en fait, c'est de constater quel a été l'impact de ces ateliers et comment on a fait pour reconnaître ces compétences dans ces ateliers. Alors, ce qui est extrêmement intéressant sur ce dispositif Mon parcours héroïque, là, on a vraiment mobilisé un certain nombre d'acteurs. Donc, des acteurs associatifs, des personnes qui relèvent effectivement de l'économie, on va dire, dit classique. Et les premiers résultats, puisque c'est une expérimentation que l'on mène depuis un peu plus de 2 ans, c'est quand même, on a très peu d'abandon. On a un taux de, on va dire,
de sorties positives, dynamiques, assez intéressant. Et surtout, ce qui m'intéresse vraiment sur cette partie, on va dire chiffrée, c'est le taux d'acceptation des badges. Voilà. Donc on a délivré des badges à un peu plus de 70 personnes. Et sur les 70 personnes, finalement, quand on regarde le taux d'acceptabilité des badges, il est de moins de 10%. Donc ça nous questionne aussi sur le fait de comment les personnes se sentent quand elles reçoivent les badges, ces signes de reconnaissance. Est-ce qu'elles ont fait un travail sur leur estime d'elles-mêmes et de leurs compétences? Et finalement, on constate qu'il y a encore un travail à faire et qu'on doit aller un peu moins sur les badges normatifs que l'on a pu mettre en œuvre depuis le début et du coup leur proposer de co-construire des badges. Et lorsqu'on a co-construit des badges avec ces 70 personnes, on a pu constater que l'acceptabilité des badges et l'impact sur l'estime d'elles-mêmes avait largement augmenté de manière plus que significative. Et les compétences qu'elles avaient envie de mettre en avant, puisqu'on avait créé des badges créativité, art oratoire, etc. Et finalement, sur les badges qu'on a co-construit, ce qu'ils voulaient mettre en avant, c'était des badges sur la curiosité, donc le fait qu'ils ont envie d'apprendre, sur l'autogestion, le dépassement de soi, et finalement le taux d'acceptabilité sur ce genre de badge a été beaucoup plus important. Et lorsqu'ils ont mis ces badges-là sur leur CV à travers un QR code, c'est ce qu'ils mettaient en avant, et non pas les badges qu'on avait créés sur les 7 ateliers proposés, c'est-à-dire parentalité, découverte de l'univers numérique, etc. Tout ça, ils ne le montraient pas, et ils mettaient plutôt en avant les badges qu'ils avaient co-créés sur leur créativité, l'esprit d'équipe, la communication, etc. Alors, on avait aussi mis en place une recherche-action sur comment valoriser les femmes qui pratiquent des sports et qui sont peu visibles dans les médias. Et là, effectivement, on a eu aussi des résultats assez intéressants, notamment avec des diffusions sur les réseaux sociaux de leurs exploits, des badges et tout simplement de leur réussite en tant que sportive. Mais ça, on pourra revenir après, puisqu'il ne me reste plus de temps. Et au final, là, on est vraiment sur quelque chose qui fait que on est au début de quelque chose qui nous permet de dire, effectivement, sur la reconnaissance ouverte, la co-construction qui doit être faite avec les publics rentre clairement dans la logique de la reconnaissance ouverte. Mais elle est nécessaire pour pouvoir valoriser les talents et les compétences. Alors d'autres exemples, puisque là je vais arrêter de parler, d'autres exemples, puisque ensuite on pourra échanger sur des expérimentations qui ont été menées sur d'autres territoires. Et là c'est mon collègue Christophe Delamarre qui va prendre le relais, avec son micro qui fonctionne. Donc, ouais. Ouais, ça marche. Donc moi, je vais, pour ma part, vous présenter trois dispositifs, donc des dispositifs qui ont été mis en place en métropole entre 2019 et aujourd'hui. Donc 3 dispositifs qui ont comme point commun l'utilisation des badges au service de l'insertion des personnes demandeuses, donc des personnes bénéficiaires de ces dispositifs, dans une logique d'inclusion numérique et qui implique effectivement des acteurs privés et publics, donc pile dans notre thématique de ces 2 jours. Donc le premier, que vous connaissez peut-être, ce dispositif s'appuie sur un programme national qui s'appelle le PIC, Programme d'investissement dans les compétences, Plan d'investissement dans les compétences. Donc celui-ci, c'est intitulé Parcours sans couture. Il a concerné 4 territoires, donc 3 sur Paris, 1 sur Tours et 1 sur Nantes. Donc c'est celui sur Tours dont je vais vous parler, celui sur lequel je me suis investi. Il a été porté par la Ligue de l'enseignement national,
et assisté par une structure qui s'appelle l'ANSA, Agence nationale des solidarités actives, donc évaluateur embarqué, ainsi qu'une plateforme numérique sur laquelle les badges ont été implémentés, qui a permis aux bénéficiaires de faire des demandes de badges. Donc voilà un peu schématisé à quoi a ressemblé le programme qu'on a proposé, enfin le dispositif qu'on a proposé dans le cadre de ce programme, qu'on a appelé un jour, une semaine, un mois. Donc un jour pour découvrir, une semaine pour s'immerger et un mois pour apprendre et s'orienter. Donc l'idée, c'était de rester centré sur, à la demande des bénéficiaires qui avaient été audités au préalable, sur des thématiques qui prennent sens pour eux, donc des métiers autour, dans le domaine éco-responsable. Donc trois domaines, le tri, le recyclage, le maraîchage et les espaces verts, et la réparation vélo. Donc l'idée, c'était de faire découvrir ces métiers par l'intermédiaire d'entreprises, d'associations qui nous permettaient qui nous accueillaient. Donc un travail avec les bénéficiaires au préalable, une journée de visite qui suivait ensuite, s'ils le souhaitaient, une semaine d'immersion et ensuite un mois si la thématique les concernait, s'ils se sentaient engagés, ou on repartait sur à nouveau une découverte sur un autre domaine et ainsi de suite. Donc avec un système d'entrée et sortie permanente qui permettait de répondre, déjà de découvrir et ensuite de s'engager en conscience. Donc voilà, et des open badges à chaque étape pour élaborer et flécher un parcours. Être reconnu par ses pairs, donc les référents techniques et les bénéficiaires eux-mêmes, donc sur une expérience, un savoir, une compétence, et ensuite les rendre visibles et actionnables sur leur territoire. Donc je vais vous prendre juste deux exemples. Donc celui de Zaya, donc qui avait une solide expérience, une personne d'un certain âge déjà, mais avec une grosse difficulté pour trouver du travail en fait, mais de faire valoir son expérience, son diplôme. Donc Zaya a fait une semaine, une découverte et ensuite une semaine dans un centre de tri, de recyclage de vêtements qui s'appelle Active. Et ça, il lui a été proposé par la suite un CDDI de 6 mois. Donc on a pu rédiger en fait une fiche projet, on ne va pas appeler ça un CV en tant que tel, mais une fiche projet qui faisait référence au badge qu'elle avait identifié pendant des ateliers qu'on a appelés Mes talents badgés, à partir desquels on a fait émerger des aptitudes, par exemple, qu'elle pensait pouvoir mettre en œuvre et faire reconnaître dans le cadre de ce temps d'immersion. Et donc on a pu les mettre en évidence et effectivement ces badges ont été actés, visés par les référents de sa structure. Donc voilà, sortie positive. Deuxième sortie là, plus dans un domaine en fait parallèle au métier éco-responsable, une opportunité en fait de travailler avec un acteur privé qui s'appelle Ikea et donc permettre à Asma, une personne immigrée sans expérience professionnelle en France mais tenant un restaurant dans son pays, et découragé de ne pouvoir travailler ici faute de référence, a pu faire une semaine chez Ikea et le retour de sa référente était tel qu'en fait on lui a proposé ensuite un CDDI de 4 mois, non pas chez Ikea, mais en chantier d'insertion dans une cuisine centrale. Et c'est effectivement sa fiche projet et la recommandation qui était adossée à son badge qui a fait la différence lorsqu'elle a rencontré la personne de la cuisine centrale. Donc voilà pour ce premier cas, ce premier dispositif. Deuxième dispositif qu'on appelle FAIR, donc facilitons la reconnaissance pour agir contre l'illettrisme et l'électronisme. Donc un programme porté par la région Hauts-de-France. Donc c'est dans le cadre d'un SIEG. Donc c'est un programme qui existe toujours aujourd'hui, qui a 2 ans, donc qui va se terminer au printemps 2025. L'idée est de créer, avec un ensemble d'acteurs qu'on a organisé autour de ce qu'on a appelé un comité de reconnaissance, qui est la grosse innovation et significative, vraiment significative pour la région Hauts-de-France de ce programme, c'est de rassembler un ensemble d'acteurs publics et privés autour des questions d'illettrisme et d'électronisme et de travailler ensemble à la création d'un dispositif de reconnaissance des compétences et des engagements, des pratiques informelles. Donc voilà, vous allez trouver l'ANLCI notamment sur les questions d'illettrisme, mais aussi tout un ensemble d'associations et d'entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là. On a créé une collection de 6 plus 1 badge. Je dis plus 1 parce qu'en fait, on a créé un badge dans le cadre de la journée de lutte contre l'illettrisme avec la NLCI, qui s'appelle Illettrisme, tous concernés, tous responsables. Donc tout le monde peut le demander.
Et on a créé donc 6 badges qu'on appelle des badges ouverts. Donc j'insiste beaucoup sur cet adjectif, puisqu'en fait, tous les badges ne sont pas ouverts. Là, dans le cadre des travaux avec le comité de reconnaissance, on a acté le fait qu'il fallait qu'ils soient demandables par n'importe qui, sans justificatif. C'est un parti pris. C'est pas simple à faire valoir. Mais l'idée étant que les badges sont suffisamment précis en termes de description et de critères pour que les personnes qui le demandent soient obligées de jouer le jeu. Donc il y a une relation de confiance qui s'installe malgré tout. Donc il y a un travail de médiation. Ça ne se fait pas tout seul. Les gens ne sont pas laissés livrer à eux-mêmes. Donc ce sont les éducateurs, travailleurs sociaux, formateurs, etc. qui font ce travail et qui préparent en fait les personnes demandeuses des badges à documenter le badge et aller chercher ce qu'on appelle des endossements ou des recommandations ou des témoignages avant de rendre le badge visible. Mais en première intention, le badge est acquis. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de faire cet aller-retour que Samuel vous a montré tout à l'heure, avec des preuves et une évaluation de ces preuves pour ensuite attribuer le badge. Donc aujourd'hui, par exemple, je vois 3 badges qui concernent en fait la thématique du NEC, et notamment je suis aidant numérique. J'ai vu pas mal de gens se promener avec des t-shirts aidant numérique. Et ben, le badge aidant numérique aujourd'hui est accessible à toutes et à tous. Donc si certains d'entre eux se disent tiens, curieux, je vais aller voir sur la plateforme, à partir d'une plateforme gratuite qui s'appelle Open Badge Passport, ils peuvent tout à fait demander le badge et l'obtenir immédiatement. À eux ensuite de jouer le jeu, de documenter leur badge avant de le rendre visible. Donc badge ouvert, centré sur la pratique et co-conçu avec les acteurs de la lutte contre l'illettrisme. Donc j'insiste effectivement sur ce point. Donc il est possible, quand vous récupérerez effectivement la présentation, avec le QR code, de faire la demande du badge et de tester par vous-même comment ça fonctionne. Ensuite, dernier programme, troisième, un programme dans le domaine du médico-social, donc du handicap, qu'on a appelé OB Hero, donc Open Badge et Handicap, ou l'émancipation par la reconnaissance ouverte. Donc comment rendre visible l'ensemble de mes talents. Donc c'est un programme qui a été financé par la GFIP dans le cadre d'un appel à projet Handinov. Donc pour vous présenter la méthodologie, j'ai fait quelques petites infographies, notamment avec des personas. Donc là, pour situer le contexte, on a 2 IM Pro du bassin d'emploi d'Évreux, donc c'était très localisé. Donc on a des éducateurs, référents techniques ou éducateurs de vie sociale, dont l'objectif était de parvenir à reconnaître et rendre visibles les talents des jeunes révélés lors des stages en entreprise. Donc il va y avoir des badges, des talents liés aux professionnels qui vont être mis en évidence, mais également des thématiques plus d'ordre social. Donc on va le voir après. Donc on imagine Caroline et Charles qui vont faire partie d'un ensemble d'acteurs. Donc on a créé 3 instances, un comité de développement du domaine du médico-social, un comité d'experts et un comité de suivi des financeurs. Ensuite on a créé des ateliers, on retrouve la même logique que vous avez vu tout à l'heure sur le programme PIC Inclusion, donc avec des ateliers talents badgés, conçus et animés avec un partenaire, le CIBC. Et on a créé donc des badges dans un certain nombre de secteurs avec les éducateurs et les élèves en utilisant un outil participatif libre qui s'appelle la Digitale. Et là, l'idée, c'était d'impliquer, c'était une expérimentation, hein, donc d'expérimenter un certain nombre d'élèves, et notamment les élèves sortant d'IME. Donc là, on va prendre l'exemple de Lorca, qui est élève à l'IME de Beauménil, donc l'un des deux sites, qui va, dans le cadre des ateliers avec son éducatrice Caroline, travailler à partir des situations de vie et faire émerger une thématique, celle de son rôle de délégué. Donc ça paraît évident, mais en réalité, le rôle que tient Lorca en tant que délégué CVS, donc conseil en vie sociale, il n'est pas mis en évidence. C'est quelque chose qui, une fois qu'il va sortir de l'IME, disparaîtra. Alors qu'il a mis en œuvre, et bon, là il ne s'agit pas de Lorca, puisque Lorca est un persona, mais d'une personne que moi j'ai vue, un jeune que j'ai vu délégué prendre la parole pour animer la réunion, prendre des notes, recadrer les personnes présentes, donc éducateurs, partenaires, lorsqu'il digressait, et tenir le temps de la réunion. Je vous assure que ça valait vraiment le coup de réaliser un badge pour ces jeunes. Donc là, l'idée en termes de démarche, c'est qu'on commence par créer, on crée le badge, soit il existe déjà, soit on le crée, et on crée une demande de badge. Donc là, le jeune fait la demande, il ne lui est pas attribué directement. Et l'idée, c'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle la pochette à badge. Donc on va d'abord
faire un travail progressif en partant du papier, donc ce que connaissent plus facilement les jeunes. Mais cette pochette, en fait, elle reprend tous les éléments constitutifs d'un badge numérique. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il est attribué, donc après renseignement du badge, donc évidemment ça se fait avec l'éducateur, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Donc le badge, il est validé, donc la pochette est renseignée, et tous les éléments sont renseignés. Et ensuite, si le jeune est prêt, on passe à la version numérique du badge. Donc là, on est sur la reconnaissance liée à l'histoire du jeune, mais par rapport à son projet, on a la même chose. Donc là, avec Charles, qui est référent cuisinier, par exemple, on va travailler sur la thématique de la sécurité et de l'hygiène au travail. Donc de la même manière que pour les badges dont je vous parlais tout à l'heure pour le programme FAIR, on va avoir des badges ouverts. Ça veut dire que là, le badge que vous avez vu tout à l'heure, délégué, ou la sécurité et hygiène au travail, ils existent aujourd'hui disponibles pour toutes et tous. Donc si vous voulez le demander parce que vous êtes délégué dans votre entreprise, le précédent, vous pouvez le faire. Vous êtes salarié dans une entreprise et vous voulez faire valoir vos connaissances sur la sécurité et l'hygiène au travail, vous pouvez le demander. Et donc voilà à quoi ressemble cette pochette à badge rapidement. Hein. Voilà, il y a tout un tas de petits documents à renseigner qui obligent la personne qui entre dans ce processus à suivre un parcours et aller en quête de documentation et de reconnaissance, de nourrir son badge. Mais assez rapidement, le jeune va se retrouver un peu submergé par le nombre de pochettes à partir du nombre de badges qu'il va acquérir, ce vers quoi on le guide. Donc se rendre compte que finalement le numérique a bien plus d'intérêt et de pouvoir pour documenter son badge, je dirais presque à l'infini, aller chercher des recommandations de la même manière, autant qu'il le souhaite, ces recommandations étant adossées au badge, et permettre effectivement de documenter le badge en continu, de gérer ses badges sur une plateforme, celle dont je vous parlais tout à l'heure, Open Badge Passport, de créer des portfolios de badges, et puis surtout de montrer les recommandations qu'il a obtenues. Donc là, on a par exemple Charles Durand, éducateur, qu'on a vu tout à l'heure, qui a été rencontré lors d'un stage en entreprise, le chef cuisinier, qui a pris la recommandation du chef cuisinier pour l'adosser sur le badge de l'ORCA, mais ça peut se faire aussi directement par le chef cuisinier. Là, le parti pris, c'était de travailler plutôt sur une logique de tiers de confiance pour faciliter le processus de dépôt de recommandation. Donc voilà ce que ça peut donner par la suite, une fois le système enclenché, la création de fiches projets ou de CV augmentés. Donc là, un certain nombre de badges mis en évidence, pas tous, donc tous ceux qui semblent pertinents pour le projet. Et puis la recommandation phare. Et donc la possibilité pour les gens de cliquer sur ces badges. Donc il s'agit d'un document en PDF. Donc le badge est tout de suite visible par une tierce personne, à partir du moment où il clique dessus, ou il peut aussi flasher le QR code et avoir accès au portfolio de badges de l'ORCA qui va faire un recensement de tous les badges qu'il a acquis plus en détail. Donc ça donne ça en fait quand on clique sur le QR code. Donc rapidement, juste pour avoir un petit temps de réflexion sur ce que ça a pu apporter ces éléments. Donc un travail sur l'estime de soi renforcée. Donc Samuel disait tout à l'heure, c'est un des axes majeurs de l'engagement autour de la reconnaissance ouverte. C'est le travail qui est effectué autour de l'estime de soi, la compréhension des usages du numérique. Donc à quoi ça peut bien servir tout ça? C'est bien beau ces plateformes, ces outils, mais est-ce que ça a une utilité pour moi dans mon quotidien de personnes en difficulté pour trouver un emploi? Donc là, c'est manifeste. Et puis la maîtrise de son parcours. L'idée, c'est que le jeune puisse effectivement, là on parlait de jeunes, mais ce n'est pas uniquement les jeunes, mais qu'ils puissent effectivement être acteurs de leur parcours, donc pouvoir, lors d'un entretien, avec le CV face à eux, pouvoir argumenter, donc avoir l'élément dans lequel son expérience s'est encapsulée, pouvoir se poser sur ce document. Point d'attention, donc acculturation au numérique des encadrants. Donc ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. De faire le point au préalable en se disant est-ce que tout le monde a le même niveau de compétences et va pas tirer vers le bas le dispositif si on n'a pas ce point d'attention là. Donc implication des acteurs concernés à tous les stades, pas juste des utilisateurs, mais aussi des acteurs créateurs. Et puis une médiation indispensable. Voilà, je termine juste, c'est ma dernière slide. Si c'est un sujet qui vous intéresse, donc soutenir la reconnaissance ouverte, donc il y a deux choses que vous pouvez faire. C'est signer la déclaration de Paris qui est toute fraîche, qui vient juste d'être mise en place, sur l'égalité des pratiques de reconnaissance, et puis la charte de la reconnaissance ouverte dont Samuel a parlé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était un peu rapide, mais je peux répondre à toutes vos questions.
Alors, d'abord, moi, je tiens à remercier Samuel puisque je me suis greffé un petit peu sur le groupe. Historiquement, je ne suis pas très au fait des principes de la reconnaissance ouverte. Étant issu du milieu de la formation professionnelle, c'est vrai que je me suis plus intéressé aux référentiels officiels et aux certifications officielles, entre guillemets, des compétences acquises dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, par contre, j'ai voulu me greffer sur ce groupe parce que j'ai voulu faire le lien entre la reconnaissance ouverte et les travaux que nous avons faits dans le cadre de la MEDNUM 974. Dans le cadre d'un atelier, nous avons essayé de voir comment on pouvait professionnaliser la médiation professionnelle. Et donc, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait essayer de définir en fait un métier, le métier de médiateur numérique. Donc, pour revenir en fait au thème du NEC 2024, comment en fait on peut unir les institutions publiques et les institutions privées autour, entre guillemets, de l'inclusion numérique. Alors, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça se prête bien en fait à la valorisation des compétences de l'usager. Donc le problème de l'inclusion numérique, c'est que nous avons des usagers qui sont éloignés du numérique et qui ne peuvent pas accéder aux services numériques proposés par les organismes publics et privés. De plus en plus, en fait, les services proposés sont proposés sous forme numérique. Donc la fracture numérique, comment on peut lutter? C'est ce qui se passe avec les entités France Service, c'est qu'en fait, on met à disposition du public des médiateurs numériques qui ont des compétences particulières qui permettent, entre guillemets, de rapprocher l'usager des services numériques proposés. Donc l'objectif de la médiation numérique, c'est de faire la démarche à la place de l'usager. Le médiateur numérique va faire la démarche à la place de l'usager. Ce n'est pas souhaitable, mais dans certains cas, on est obligé de le faire. Donc hier matin, on a vu que certains usagers et certains médiateurs étaient confrontés à ce problème-là. L'autre solution, c'est d'accompagner l'usager dans ses démarches. Donc ça, c'est ce qu'on devrait trouver le plus fréquemment. Et puis enfin, dernière solution, c'est que en fait, le médiateur numérique est un formateur. Il forme l'usager de façon à ce qu'il soit autonome sur les services numériques dont il a besoin. Donc, dans le cadre des travaux que nous avons réalisés, on a identifié un certain nombre de compétences qui pouvaient caractériser les talents, les compétences que doit avoir l'usager et que le médiateur numérique va essayer de lui faire acquérir. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, premier niveau de compétences, ce sont les compétences numériques de l'usager. Donc, il existe déjà des systèmes de reconnaissance de ces compétences, PIX, CLEA, les badges existants. Deuxième niveau, ce sont des compétences qui sont plus dans le champ de la médiation. C'est connaître les plateformes, identifier la bonne plateforme, etc. Donc là, il y aurait des badges à créer avec les institutions. Donc là, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait une co-construction. Alors, on peut très bien imaginer que l'usager se crée ses badges et il les fait reconnaître en fait par les institutions. Troisième niveau, c'est en fait, alors le deuxième niveau, c'était les compétences transversales. Je me mélange un peu, créer des compétences pour réaliser ces démarches en ligne, c'est-à-dire que l'usager en autonomie est capable de réaliser ces démarches. Et troisième niveau, c'est les compétences transversales, les soft skills, c'est en fait quelles sont les compétences, l'adaptabilité, la communication, la gestion du temps, l'autonomie, etc. Et puis, très important, on en a beaucoup parlé, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. D'accord ? Donc ça, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Nous, ce qui nous avait intéressé dans le cadre du travail que nous avions réalisé pour la MEDNUM et qui a été présenté à plusieurs reprises dans le cadre des NEC, c'est en fait identifier le métier de médiateur numérique. Donc le médiateur numérique, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire la démarche à la place de l'usager, ce qu'on ne souhaite pas. Il doit accompagner l'usager et il doit former l'usager. D'accord ? Donc on avait identifié en fait 3 activités principales. Le médiateur va accueillir, renseigner et orienter le public, réaliser le diagnostic et proposer un projet de médiation, préparer et animer l'action de médiation. Ça, ce sont des compétences entre guillemets de médiation qui sont transversales. Et en fait, aujourd'hui, comment les conseillers numériques sont reconnus ? Ils sont reconnus par l'obtention du CCP1 de responsable d'espace de médiation numérique, qui est un titre professionnel du ministère du Travail. Donc,
les compétences du médiateur numérique sont reconnues aujourd'hui par la certification officielle, et ce n'est qu'un CCP en règle générale qui est le CCP 1 de REMN, et elles peuvent être reconnues aussi par la reconnaissance ouverte. Donc, comme pour l'usager, on a des compétences dans le domaine numérique. Alors là aussi, on peut utiliser les dispositifs existants. On a des compétences dans le champ de médiation. Donc ça va être des badges spécifiques qui vont être créés avec les opérateurs publics et privés. D'accord ? Sauf que là, il ne s'agit pas en fait de valider le fait qu'on accède au service. Il s'agit de valider que le médiateur est capable d'accompagner, de former l'usager pour qu'il accède à ces services. Et enfin, troisième niveau, c'est que, comme n'importe quel formateur, le médiateur doit avoir aussi des compétences transversales, des soft skills. Donc voilà un petit peu comment je voyais, comment intégrer en fait la reconnaissance ouverte dans le domaine de la médiation numérique. Alors, donc, effectivement, c'était quand même assez dense. Donc beaucoup d'informations, donc ce que c'était que la reconnaissance ouverte. Du coup, on a vu l'outil Open Badge, comment c'est développé et utilisé en fait dans plusieurs écosystèmes différents. Donc à La Réunion, on a vu en Normandie. Donc on a vu aussi avec Serge les possibilités effectivement sur la partie vraiment métier en tant que médiateur numérique. Donc là, on a un chantier énorme. J'aimerais aussi remettre un petit coup de lumière sur la complémentarité de la reconnaissance ouverte avec l'évaluation, on va dire, classique que l'on mène dans nos différents écosystèmes au quotidien. Et là, je vais peut-être tendre le micro parce qu'il me semble que vous avez quand même peut-être quelques questions sur la reconnaissance ouverte et les badges. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez nous applaudir. Ah d'accord. Oui. Oui, bonjour, Frédéric Vautrin, conseil départemental de La Réunion. Bon, je ne connaissais pas Open Badge, je trouve ça vraiment super intéressant. Et bien présenté, merci, parce que c'est vrai que c'est dense. Et c'est vrai qu'au début, j'ai cru que c'était plutôt axé sur les soft skills. Après ça, vous avez parlé d'horizontalité, mais j'ai quand même l'impression que derrière, il y a, je veux dire, des référentiels ou des normes qui vont quand même pouvoir attester un certain apprentissage. Et ce que je voulais savoir, et c'est la dernière intervention, monsieur, m'a aussi intéressé, c'est justement, bon, il y a quand même alors, j'ai cru qu'il y avait il y a un dispositif papier au début, hein, c'est ça qu'on récupère et qui va permettre en fait de convaincre à un moment de faire un peu le saut dans le numérique. C'est ça un peu que j'ai compris, en tout cas de montrer l'intérêt que peut avoir le numérique. Et enfin, derrière tout ça, c'est la question justement de par rapport à une population un peu fragile sur le numérique, comment on arrive à articuler donc ce dispositif qui est numérique, hein, quand même quelque part, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un support numérique, et l'articuler justement sur la formation des usagers. Je pense notamment à ce que vous avez montré comme exemple, monsieur, sur l'accompagnement de la démarche en ligne, le rendre plus autonome, redonner de la confiance. Voilà, il y a plein de sujets intéressant là derrière, mais comment ça s'accompagne et le temps qu'il y a, parce que vous avez parlé d'une semaine, un jour, une semaine, un mois, j'ai l'impression que c'est très court. Enfin, voilà, comment ça, est-ce qu'il y a des exemples concrets justement de mise en œuvre auprès d'une population qui est en forte fragilité sur le sujet? Alors, pour répondre à la question du papier transitoire vers le badge numérique, il s'agit en fait de deux expérimentations. Donc, c'est pas généralisé. C'est pas un système en fait qui est systématique dans l'utilisation des dispositifs, enfin dans les dispositifs qui utilisent la démarche Open Badge. La plupart du temps, pour les personnes, c'est un saut quantique. Donc, ils passent tout de suite je maîtrise un peu mon smartphone à l'entrée dans l'utilisation d'une plateforme. Donc là, le travail de médiation, il est central. Donc il y a un vrai travail à faire avec les personnes en charge de ces médiations pour les former elles-mêmes, pour qu'elles puissent effectivement apporter
faciliter l'accès à ces outils. Nous, dans l'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure avec les jeunes en IME ou sur le programme FAIR, dans le cadre de l'illettrisme et de l'électronisme avec la région Hauts-de-France, on choisit effectivement de proposer aux éducateurs, formateurs qui accompagnent les publics de passer par l'étape pochette à badge. Mais c'est dans le cadre d'une expérimentation. C'est quelque chose qui n'est encore une fois pas généralisé. Et on voit effectivement la pertinence parce que de fait, les personnes se retrouvent déjà, ils créent la pochette. Donc il y a un travail concret à réaliser. C'est une maquette, en fait, il y a un kit qui est proposé. Donc il y a du découpage, on fabrique la pochette. Donc on en fabrique, pas qu'une, hein, puisqu'il y a une pochette par badge. Et on va la documenter, donc elle va augmenter en valeur, on va dire, au fur et à mesure. Sauf qu'elle a ses limites. Elle a les limites de l'espace qui est rendu possible par cette pochette. Donc assez vite, les personnes comprennent qu'il y a un intérêt à passer à quelque chose qui, là, n'a quasi pas de limite, qui est la version numérique qu'on leur aura montré au préalable. Hein. Donc ils auront bien saisi qu'effectivement, il y a ça comme potentiel. Et là, on voit effectivement clairement le gain de pouvoir passer par ces étapes-là dans un processus d'émancipation. Sinon, c'est on crée pour la personne, comme disait Serge tout à l'heure, et ça reste à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Ouais. Autre élément de réponse pour revenir sur l'action Mon Parcours Héroïque. Au début de cette expérimentation, on avait créé une dizaine de badges. Et sur les 30 premières personnes en fait, avec qui on avait expérimenté ces badges numériques, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait que une personne sur 7 qui allait demander les badges, accepter les badges, etc. Et par contre, ce qui était extrêmement intéressant, c'est ce qui se passait derrière. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt de reconnaissance ouverte. Ce n'est pas parce que les personnes n'acceptent pas les badges qu'il n'y a pas eu un travail au préalable. Donc, ces personnes en fait, qui sont entrées dans le dispositif se sont dit, finalement, ces badges-là, puisque j'ai la possibilité de les refuser, ne m'intéressent pas, mais le concept m'intéresse et j'ai envie de faire reconnaître d'autres choses, d'autres compétences. Et j'aimerais, alors du coup je résume, hein, en fait ce qu'on a réussi en fait à faire avec ce public, c'est de dire comment je vais verbaliser mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de reconnaître, et lors d'une conversation avec un employeur ou un acteur en fait de l'écosystème qu'il peut rencontrer au quotidien, il est en mesure de dire j'ai ces compétences-là et j'aimerais les faire valoir et donc j'initie quelque chose. Donc voilà. Donc finalement, le badge n'est pas une fin en soi. Donc dans le parcours, ce qu'on voulait essayer vraiment de travailler, c'est de dire est-ce que tu es en mesure maintenant d'accepter les signes de reconnaissance que tu vas recevoir. Et dans la plupart des cas, donc les personnes ne vont pas accepter le badge quand c'est des personnes en fait, qui sont très éloignées de l'emploi et qui ont peu de diplômes. Et on a constaté que par contre, quand c'est des personnes qui sont très diplômées, bac plus 3, 5 et même plus, le taux d'acceptabilité des badges passe à plus de 90%. Voilà. Mais ce qu'on a pu constater, si on est toujours sur cette logique de reconnaissance ouverte, c'est que les personnes en fait, qui s'inscrivent dans cette démarche sont en mesure de dire j'ai cette compétence et j'ai envie de faire valoir mon expérience. Voilà. Restez connectés parce que je vais sortir un article là-dessus. Pour ma part, donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on reprend les activités du médiateur numérique telles qu'on les a définies dans le cadre des travaux de la Mednum, en fait, le travail du médiateur numérique commence par un travail de diagnostic. Donc, avec l'usager, il va essayer d'identifier en fait quels sont les besoins de l'usager et il doit construire un parcours qui va être ponctué par un certain nombre d'apprentissages qui va permettre à l'usager d'acquérir toutes les compétences progressivement jusqu'à atteindre un certain niveau d'autonomie. Et donc, ce qui est intéressant avec le système des Open Badges, c'est que en fait, son parcours, il va être ponctué de l'obtention de différents badges, plus ou moins validés par des institutions ou par des entités existantes, ou qu'il va créer lui-même. Par exemple, les badges concernant l'estime de soi, c'est des choses que l'utilisateur, l'usager peut créer lui-même. Donc, je pense que ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment professionnaliser les médiateurs numériques de façon
façon à ce qu'ils fassent leur travail de façon ordonnée, de façon rigoureuse et qui vise en fait un objectif et qui construit un parcours pour que l'usager atteigne le degré d'autonomie suffisante pour utiliser les services proposés par les institutions. Oui. Bonjour, alors moi Bonjour. c'est Madame Delors, je suis formatrice, donc tout ce que vous êtes en train de parler, j'y ai participé. J'ai fait insertion par le sport dans la zone dite prioritaire à Bras-Fusil avec le MDA de Saint-Benoît. Donc j'aurais aimé à ce moment-là, je connaissais déjà les badges, mais j'aurais aimé à ce moment-là savoir qu'on avait cette possibilité-là. Ensuite, j'ai aussi fait Cléa numérique sur Sainte-Rose, l'appareil. C'est dommage que ce ne soit pas plus ouvert. Je voulais aussi revenir sur les médiateurs. J'ai envie de vous dire où les trouver. Moi, j'ai un parcours Bac+3 et à un moment, je me suis orientée et j'ai le diplôme de médiatrice. Et quand on allait, le but était de travailler avec les MDA qui n'existaient pas à l'époque. Et on est plus d'une trentaine qui ne travaillent pas du tout là-dedans. Et j'entends de plus en plus mettre des médiateurs, former des médiateurs. Ça existe depuis 2006 et même bien avant. Donc, où les trouver? Les gens qu'on forme et qu'on met vers le numérique, etc., au niveau des compétences, on les a déjà repérés. Mais ceux qui sont invisibles, on s'y prend comment? Alors, les médiateurs, actuellement, on les trouve, entre guillemets, dans les maisons France Service. C'est-à-dire que l'État a investi énormément dans ce champ-là. Et l'idée, c'est qu'on ait une maison France Service dans les 20 minutes de trajet de son domicile. Donc, il y a des maisons de France Service qui ont été créées un peu partout. Et l'État a financé, en fait, l'embauche de conseillers numériques. Donc, on en a vu qui se promènent avec le t-shirt conseiller numérique. Donc, l'État finance le salaire des conseillers numériques pour 3 ans. Alors, le gros problème, c'est qu'avec les restrictions budgétaires qui arrivent, les budgets vont être réduits et donc on ne sait pas ce que vont devenir les conseillers numériques. Alors, public, privé, unis pour l'inclusion numérique, ce qu'il faudrait, c'est que le métier de médiateur soit reconnu comme un vrai métier. Et par exemple, moi j'imagine très bien que la CAF pourrait très bien embaucher des médiateurs numériques, c'est-à-dire que quand vous allez à la CAF et que vous vous retrouvez devant une borne que vous ne savez pas utiliser la borne, il serait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous accompagner. Donc est-ce que c'est dans la maison France Service ou est-ce que ça pourrait être à la CAF? Et est-ce que ça pourrait être un salarié de la CAF? C'est pour ça qu'on a voulu professionnaliser. Alors j'ai dit la CAF, ça peut être la Poste, ça peut être une banque. Hein, quand vous avez une application mobile pour accéder aux services de votre banque, il faut être capable de l'utiliser. Tout le monde n'est pas capable de l'utiliser. Un premier niveau, c'est que est-ce que je suis à l'aise avec mon smartphone? Hein, voilà. Donc, bonjour, Patrick Gournaden, je suis à l'IATS de Saint-Benoît. Alors, dans un premier temps, un retour d'expérience et dans un deuxième temps, donc, une question, donc, une grosse interrogation que nous avons actuellement. Donc, dans un premier temps, nous avons déployé 2 badges. Donc, un premier badge qui concernait les délégués de promotion. Parce qu'au fait, il faut savoir que nous faisons la promotion de 14 diplômes d'État. Donc, il y a des délégués et des suppléants dans les promotions. Donc, on a voulu les reconnaître. Donc, on le fait à travers une journée récréative où il y a quand même des échanges du travail collaboratif qui se fait à ce niveau-là. Donc, ça, quand même, c'est, je peux dire, assez stabilisé. Et là, notre deuxième interrogation, qui est une vraie interrogation, c'est que nous envisageons de mettre en œuvre les badges d'engagement donc, de nos apprenants. Parce que, comme vous l'avez bien illustré, hormis le cadrage référentiel, il y a des choses qui se font à côté et il y a des compétences qui se développent. Et là, nous souhaiterions justement aller vers cette dimension de badge engagement. Et l'idée, c'est aussi, comme ils ont des attributions des ECTS, des crédits européens, surtout ceux qui sont en grade licence, ils en ont 30 par semestre. Donc l'idée, c'est de savoir éventuellement s'il y a moyen de rattacher ces badges, ne serait-ce qu'à 2 ECTS, parce qu'au fait, bien souvent, à 1 ou 2 ECTS, ça les pénalise dans le cadre de leur assiduité pour valider leur semestre. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à cette possibilité de pouvoir le rattacher?
Et tout en sachant qu'un ECTS, ça fait 28 heures, donc ça comprend du travail personnel, du travail en centre et des formations pratiques. Merci. Alors, de manière triviale, je pourrais dire qu'on peut tout faire avec les badges. Mais ce qui est... Alors du coup, je vais vous orienter vers un petit peu de lecture qui va certainement vous intéresser. Fin 2023, il y a eu un livre blanc qui est sorti sur les badges, avec une volonté en fait d'harmoniser les différents parcours de formation, les blocs de compétences au niveau européen. Donc ça fait suite au traité de Bologne qui date de 2000. Bon, le premier traité de Bologne, c'était de 99, il me semble, et ensuite il y a une mise à jour en 2004. En 2004. Donc on pourra après vous mettre aussi ces ressources-là. Donc l'idée, c'est de se dire, effectivement, donc, il y a une volonté du coup de France Travail, de l'Éducation nationale, du ministère de la Recherche, de vouloir harmoniser ça et d'utiliser les badges en fait comme outils qui permettent de valoriser et de valider des blocs de compétences. Ensuite, ce qui est super intéressant aussi sur les plateformes de badges, lorsque vous allez créer vos propres badges, vous pouvez les lier directement à un référentiel de compétences qui est l'ESCO. Et du coup, effectivement, ce référentiel de compétences européen est fortement lié au RNCP. Donc, on a moyen de faire reconnaître et valider, alors peut-être pas directement des ECTS, mais au moins des compétences et des blocs de compétences. Et on a aussi pas mal d'expérimentations en cours actuellement. Je pense notamment à nos collègues des Hauts-de-France sur des dispositifs de VAE inversés. Et l'année dernière, il y a eu aussi une expérimentation qui s'appelait REVA. Et une suite va peut-être être donnée une fois qu'on aura pu stabiliser un petit peu avec les différents gouvernements successifs. Donc il y avait eu la volonté de reconnaître et de valoriser les acquis et des expériences par les badges. Donc cette expérimentation s'est terminée au mois de juillet de l'année dernière, il me semble. Et donc il y a une suite qui va être donnée à ça, mais pour l'instant on n'en connaît pas encore les grandes lignes. Donc il y a des possibilités, des réflexions qui sont menées et des expérimentations en cours actuellement. Alors on me siffle dans l'oreille, on me souffle pas, on me siffle dans l'oreillette que c'est l'heure de lever le camp. Donc je vous remercie pour votre participation et comme promis, le petit QR code. On est disponible à côté voilà. dans le hall si vous souhaitez. Mais je crois qu'on doit laisser la place peut-être à nous.